Merci, messieurs. On va démarrer. On démarre tout de suite. On a 1 heure d'échange sur un sujet qu'on a sélectionné à Oui à l'innovation. Je rappelle simplement que Oui à l'innovation est un cercle de réflexion dans lequel se retrouvent des chercheurs, des enseignants, des universitaires, des personnalités de la société civile qui veulent apporter leur contribution au débat autour de la science. Les questions scientifiques dans un siècle qui est un siècle de découverte, d'innovation, avec tous les dangers d'ailleurs que ça peut représenter, en tout cas les préventions du public que ça peut représenter. Il y a aujourd'hui, on le voit, le débat sur le vaccin dernière, disant que la moitié des Français s'apprêtent à se faire vacciner, l'autre moitié est sceptique, alors que les vaccins sont une conquête de la science qui est relativement incontestable, qui a permis de sauver des centaines de milliers, des millions de vies et d'apporter une réponse en matière de santé publique. Bon, il y a toutes ces questions et l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est comment concilier les enjeux de protection de l'environnement, les enjeux de vérité scientifique, d'efficacité économique, parce qu'on est dans un monde où il faut aussi produire. On a, je pense à M. Quillet, on a 7 milliards et demi, peut-être 8 milliards aujourd'hui d'individus à nourrir. Il faut pouvoir produire, protéger les plantes, comme on protège d'ailleurs la vie des individus. Dans le cas des individus, ça s'appelle des médicaments. Dans le cas des plantes, c'est un traitement des plantes, ce sont des médicaments des plantes. En se rappelant, comme le dit Gaston Bachelard, que parfois, pour faire de la science, il faut penser contre son cerveau. Alors, qui est autour de cette table virtuelle aujourd'hui? Olivier Lefebvre est le délégué FO, Force ouvrière du groupe PSA, délégué central PSA. Alexandre Quillet, vous représentez la Confédération des planteurs de betteraves. On va évoquer avec vous la question des néonicotinoïdes, la protection des plantes. Et Eddy Fougier est politologue, spécialiste du courant écologiste, du rapport entre ce courant, la société, ses stratégies de communication. Peut-être qu'on commence avec toi, Eddy, sur cette question de principe qui est bon, comment aujourd'hui concilier les enjeux scientifiques et leur acceptabilité dans une société qui est plus une société de la méfiance, pour ne pas dire de la peur. Et de la défiance aussi. Oui. Effectivement, aujourd'hui, on voit bien, comme tu le disais à propos des vaccins, ce qui a amené sans doute le président de la République hier soir à vouloir créer ce collectif de citoyens pour essayer de renforcer l'acceptabilité sociale de ces vaccins. On voit bien effectivement à travers ce qui se passe là depuis quelques mois que je dirais il y a une ambiguïté des Français, de la société vis-à-vis de la science, vis-à-vis des technologies, vis-à-vis de l'économie en général. Ça, c'est quelque chose d'assez évident. Vis-à-vis de la science, on le voit bien, il y a un espoir par rapport à ce vaccin, un espoir par rapport au traitement. En même temps, il y a une partie de la société qui se montre assez sensible aux thèses complotistes. Il y a des études qui ont montré qu'effectivement, les anti-masques étaient aussi un petit peu les pro-Raoult. Je ne veux pas rentrer dans la polémique de l'hydrochloroquine, le professeur Raoult et autres. Mais on voit bien que à un moment donné, même des élus sont sortis un petit peu de la route par rapport au protocole scientifique, par rapport à l'hydrochloroquine. Sur les technologies, on voit bien aussi qu'effectivement, là, on est bien placé pour voir que les technologies peuvent avoir des avantages grâce à des plateformes. En même temps, il y a des inquiétudes par rapport à une surveillance, par rapport au traçage. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, cette partie l'isolement et le traçage, avec le flop de la première appli Stop Covid. Et je dirais, il y a une même forme d'ambiguïté en France par rapport à l'économie, où on voit bien qu'il y a cette notion de besoin et de produit essentiel qui a été mise en avant par le pouvoir, correspond à cette idée qu'à un moment donné, beaucoup de secteurs d'activité économique ont continué, notamment lors du premier confinement, continué à assurer les services de base. Il n'y a pas eu de pénurie alimentaire, il y a eu un phénomène de rush dans les supermarchés, mais il n'y a pas eu de pénurie alimentaire.
de ce point de vue, l'économie a continué à fonctionner, en tout cas pour assurer les besoins essentiels, mais on voit bien aussi, à travers différents débats, différentes tribunes, qu'il y a une vision de l'économie qui est remise en cause par rapport à l'évolution des inégalités, par rapport à l'environnement, et c'est l'un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc il y a cette forme d'ambiguïté que l'on peut voir au sein de la société, au sein de la société civile aussi, avec beaucoup d'organisations aujourd'hui qui font de l'urgence climatique une sorte d'impératif qui va les amener à vouloir instaurer un principe de précaution, accélérer un certain nombre de prises de décision. Et j'en veux pour preuve la montée en puissance de ce qu'on appelle les désobéissants du climat depuis 2 ans, avec en particulier Extinction Rébellion ou un autre groupe qui s'appelle ANV COP21, qui sont plus connus à travers l'action des décrocheurs, ceux qui décrochent les portraits du président de la République. Et puis, on voit que dans la période plus contemporaine, là, depuis quelques jours et quelques semaines, un nouveau groupe qui apparaît, un collectif écologiste qui s'appelle l'ARONCE. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Et qui passe, je dirais, à la deuxième phase. Il y a la première phase qui est essayer d'éveiller les consciences par l'occupation de places publiques. C'était le cas. Là, c'est une phase active, Eddy, c'est ça? C'est une phase active. C'est une phase active. C'est des gens qui invitent à dégonfler les pneus des SUV. Voilà. Et là, c'est pour M. Quillet. À propos des néonicotinoïdes, il y a une action qui a été initiée par ce groupe qui vise les sucriers et donc à saboter. C'est une sorte de sabotage à la fois ludique, mais qui peut être compliqué. Le but, c'est d'empêcher de vendre du sucre en ouvrant tout simplement les paquets de sucre d'un certain nombre de sociétés qui sont montrées du doigt. Donc, on est dans ce name dans les supermarchés. Et donc, il y a d'autres actions qui sont entreprises. Il y a des vidéos qu'on peut retrouver sur Twitter ou sur YouTube où ils indiquent comment faire pour dégonfler les pneus de SUV, comment faire pour saboter la carte totale, etc., avec des entreprises qui sont visées. Donc, entreprise automobile pour M. Lefebvre, entreprise sucrière pour M. Quillet. Donc, on est en plein dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Bien, alors, merci pour ce premier tour d'horizon. Eddy, autour de la table aujourd'hui, je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient, Olivier Lefebvre est le délégué Force ouvrière PSA et Alexandre Quillet pour présenter la Confédération des planteurs de betteraves. J'ai sur mon écran un onglet qui s'appelle Q&R, questions et réponses. La première est la suivante. Pourquoi Macron, qui est un homme intelligent, s'entête-t-il à soutenir les projets de convention citoyenne, le fameux écocide qui va tétaniser les entreprises, leurs filières et les fragiliser? Alors, on fait un petit tour d'horizon. On va commencer par Olivier Lefebvre, Force ouvrière, PSA. Bon, c'est un syndicaliste qui prend la parole. Il y a notamment la question du diesel, Monsieur Lefebvre. Et la question du diesel, elle nous rappelle que le courant dominant dans l'opinion aujourd'hui va un peu à l'inverse de la recherche technique et scientifique. Aujourd'hui, le diesel consomme moins. C'est une règle ancienne. Il s'est beaucoup amélioré. Enfin, vous me direz si je me trompe. Il s'est beaucoup amélioré. Il a réduit de près de 90% ses émissions de sulfate, ce qu'on appelle les particules fines notamment. Et pourtant, le diesel va être interdit des villes. Vous avez vu que ce n'est pas un phénomène français. J'ai vu que c'était déjà pratiquement. Quel est votre point de vue? Alors, ce qui est inquiétant, en effet, c'est que ces notions de dieselisation, elles ont été non pas au profit du véhicule électrique ou des véhicules hybrides, mais bien des véhicules essence. Donc, on a transféré en fait de la combustion d'un hydrocarbure diesel vers un hydrocarbure essence. Donc, on émet toujours des CO2 en sachant qu'aujourd'hui, l'essence, c'est un produit qui produit plus de CO2 que le diesel. Donc, on est dans une chasse au CO2, mais on veut tuer la motorisation qui émet le moins de CO2
en brûlant des hydrocarbures. Hein. Ce qui est quand même assez surprenant dans ce qui est entendu aujourd'hui, c'est qu'on est en train de s'apercevoir qu'en brûlant des hydrocarbures, on crée des gaz et on crée des résidus. Alors, c'est une nouvelle, mais depuis longtemps, les normes européennes de dépollution étaient assez drastiques et amenaient en fait les constructeurs à baisser fortement à coût d'investissement important, avec les normes euro, alors jusqu'à euro 7 qui est la prochaine norme, où en fait on demandait à baisser fortement les émissions de polluants. Alors des gros investissements dans les entreprises pour ça. Alors évidemment, c'est au détriment d'autres choses. Quand on investit dans ça et que derrière, en plus, vous vous retrouvez avec des investissements qui ne peuvent pas être rentabilisés, vous avez tout de suite un raisonnement d'un chef d'entreprise qui vous dit bah, « moi, j'investis plus ». Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des gens qui fabriquaient des moteurs et qui concevaient des moteurs, parce qu'il faut partir du début en fait. Hein. Vous aviez des gens qui concevaient des moteurs diesel avec des systèmes de dépollution très performants et qui aujourd'hui bah, se retrouvent sans activité. Et la transition vers les nouveaux métiers de l'automobile, elle ne se fait pas dans un claquement de doigts parce que ça a été décidé à la Commission européenne. Et ça met en évidence aussi tout le problème qu'il y a derrière, c'est-à-dire de l'emploi. Quand on faisait un moteur diesel, il fallait à peu près dans la filière une dizaine de personnes. Quand vous faites un moteur essence, il en faut 6 à peu près pour la même activité. Si demain on arrive à un moteur électrique, on arrive entre 2 et 3 personnes. Ouais. Donc on passe de 10 à 2 ou 3 en fonction de comment. Est-ce que ces emplois peuvent être redéployés? Est-ce qu'on peut les redéployer ailleurs? On peut les redéployer, mais vous savez que ce transfert de compétences, quand vous êtes un mécanicien, vous ne devenez pas un électricien parce qu'on claque des doigts. Il y a un temps de formation et qu'il faut qu'il soit pris en charge et accompagné. Quand vous formez quelqu'un, il faut aussi quelqu'un qui fasse l'activité en même temps, parce que cette activité, le marché automobile n'attend pas. Ça n'arrête pas, oui, bien sûr. Hein. Donc, nos salariés aujourd'hui et les entreprises se trouvent confrontés à deux choses, et c'est là où nous, on a une bagarre à mener au niveau syndical, c'est continuer à former les gens et continuer à quand même produire les véhicules dans le marché, que le marché réclame. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des motorisations diesel qui étaient très rentables, hein, il faut le dire aujourd'hui pour les constructeurs, qui demain sur des véhicules électriques qui sont quand même moins rentable. Donc, il y a juste une question. Le gouvernement a engagé une politique de soutien au secteur au cours des 6 ou 7 derniers mois. On s'aperçoit que les primes à la conversion ne sont pas nécessairement utilisées pour aller vers de l'électrique ou vers de l'hybride, mais vers des véhicules neufs. Et on remplace progressivement le parc de véhicules anciens pour aller vers des véhicules neufs à essence ou diesel. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout, enfin, un esprit chagrin dirait qu'il y a une sorte de double discours, d'une certaine façon, parce qu'au fond, on ne ferme pas la porte au diesel. Aujourd'hui, il y a quelques maires écolos, Paris, Lyon, etc., qui veulent absolument bannir le diesel, mais pour le reste, il n'y a pas de politique nationale désincitative. Non, après, on voit qu'il y a quand même aujourd'hui une politique commune qui demande à ce que les véhicules thermiques dans leur ensemble, d'ici à horizon 2030-2035, ne soient plus vendus, qu'il n'y ait plus de véhicules neufs. Donc, ça veut dire qu'on est en train de condamner complètement la filière des moteurs thermiques. Mais et ça vous paraît réaliste, ça? Juste une question. Est-ce que c'est réaliste sur le plan opérationnel? Peu parce que déjà, on n'a déjà pas commencé par ce qui devrait se faire, c'est-à-dire former correctement les gens. On continue dans nos écoles aujourd'hui, dans le système éducatif, à enseigner comment on fabrique des moteurs thermiques. Donc, si on veut arrêter, il y a un moment, il faut arrêter d'enseigner et passer à un enseignement autre. Mais il y a un autre phénomène, c'est que le mono-sourcing de matières premières, il est mauvais. On ne peut pas passer d'un seul coup du tout comment dirais-je, hydrocarbure au tout électrique, par exemple. C'est impossible. Ou à l'hydrogène, parce que l'hydrogène n'est ni plus ni moins que de l'électricité. C'est un véhicule électrique dans lequel on embarque de l'hydrogène. Mais on ne peut pas passer de l'un à l'autre et se dire, parce que les ressources ne sont pas infinies non plus de l'autre côté. D'accord. Alors, on va faire tourner la parole. Il y a un deuxième sujet qui est très commenté depuis quelques semaines dans l'actualité.
d'ailleurs qu'on n'est pas au terme du feuilleton, c'est la question des néonicotinoïdes. Je vais me tourner vers Alexandre Quié, qui représente la Confédération des planteurs de betteraves. On ne va pas refaire l'histoire, mais ce qu'on a compris, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative à ce stade que d'utiliser ces produits, ces semences, hein, c'est bien de ça dont il s'agit, qui protègent la plante contre des ravageurs. Alors, je ne sais plus comment s'appelle ce ravageur, le puceron de la betterave, enfin, c'est ça? Bon. Le puceron vert. Bon, très bien. En fait, on s'est aperçu, moi je me suis aperçu en lisant quelques brochures professionnelles, que tout le monde avait recours au traitement des plantes, y compris ceux qui produisent en bio aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est exactement de ce bobard, puisque c'est de ça dont il s'agit, ce bobard qui pourrait conduire à une espèce de double peine, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à produire en France pour faire du sucre, fait du sucre essentiellement avec la betterave, et qu'on soit tenu d'importer des produits qui sont encore moins vertueux que ceux que nous produisons. Merci de me donner la parole. Effectivement, on fait 75% de sucre avec la betterave, mais on fait plein d'autres choses, dont du bioéthanol, et je pourrais y revenir tout à l'heure. En 2 mots, je vous explique la filière betterave-sucre quand même, c'est pas forcément très connu, pour vous bien situer en préambule qui nous sommes. 25 000 agriculteurs sur les 400 000 produisent de la betterave en France. Ça fait tourner 21 sucreries. Et avec les emplois directs, indirects et induits, ça représente 90 000 emplois. Donc les betteraves, c'est une plante dans une exploitation en moyenne de 150 hectares. Un agriculteur français, un planteur de betteraves, fera à peu près 17 hectares de betteraves et il fera 5 cultures différentes. Donc la betterave, c'est une des cultures. On sème les betteraves au mois de mars. Cette année, les pucerons sont arrivés au mois d'avril. On a eu de la jaunisse. On récolte les betteraves tous les ans à l'automne et on les transporte jusqu'à la sucrerie. Et une chose importante à dire aux écologistes, c'est que la production de sucre, c'est un procédé naturel. C'est de l'extraction d'un jus sucré. Il n'y a pas de chimie à l'intérieur si jamais ils nous reprochaient ça. Et une fois qu'on a le jus sucré extrait, soit on le cristallise pour faire du sucre, soit on le fait fermenter pour faire de l'alcool, dont le bioéthanol. Est-ce que tout le monde vous entend bien? Parce que j'avais un petit message de Catherine Henbert qui disait « Nous n'entendons pas Monsieur Quillet ». Donc, je lui ai répondu « Est-ce que ça va mieux ?» Elle me répond « Oui, tout va bien. Vous pouvez y aller, pardon, Monsieur Quillet. » Ça fait partie des joies de ces nouveaux outils. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? D'abord, on a eu l'impact de la décision d'interdire les néonicotinoïdes en 2016. C'était Ségolène Royal qui était ministre à l'époque. Les arguments que nous avions à l'époque n'ont pas été convaincants. En tout cas, nous ne les avons pas convaincus. Quels étaient vos arguments? Alors, nos arguments étaient très simples. C'était de dire que oui, le néonicotinoïde est un produit chimique. Oui, si on le prend au pied de la lettre, il peut perturber les abeilles, voire les tuer parce qu'elles ne retrouvent pas le chemin de leur ruche. En revanche, c'est comme beaucoup de choses, tout dépend comment on s'en sert. Et le néonicotinoïde, cet insecticide que l'on met en enrobage d'une semence de betterave qui est dans le sol, enterrée pour laisser pousser la petite betterave, eh bien, il n'est pas accessible à l'abeille, à tous les pollinisateurs, abeilles sauvages, bourdons et autres. Pour une raison simple. Est-ce que vous-même, vous considérez, vous êtes un utilisateur, vous voulez protéger vos récoltes, ce qu'on comprend parfaitement. Est-ce que vous considérez, vous, que ce produit-là, ces néonicotinoïdes, sont des produits dangereux? Je considère que la famille des néonicotinoïdes, il y en a 7, dont 5 utilisés en agriculture. Sur les 5, il y en a 2 qui étaient utilisés depuis 30 ans en betterave. Je rappelle qu'ils ont remplacé de la poudre que si vous vous souvenez de Bhopal en Inde qui avait explosé, eh bien c'était la production d'aldicarbe pour le monde entier. Donc vous considérez, alors je vous interromps, vous considérez vous que ces néonicotinoïdes, ce sont des graines qui sont enrobées, c'est ça? Alors, ce ne sont pas des graines, ce sont des insecticides. Nous avons une semence de betterave, qui est produite en France.
La semence de betterave est ensuite enrobée avec de l'argile pour faire une petite bille, parce que la semence a une forme un petit peu bizarroïde et qui n'est pas pratique pour semer dans un semoir de précision. Et donc, on l'enrobe avec de l'argile. C'est une toute petite bille qui fait 3 mm, 75 de diamètre. Autour. Mais ma question, c'était, ça représente un progrès, ce que vous dites, en termes d'efficacité, d'environnement, de respect de la nature par rapport à ce qui était utilisé précédemment. Et je dis que depuis 1992, c'est un grand progrès technique, un grand progrès scientifique et un grand progrès environnemental d'avoir utilisé des néonicotinoïdes en enrobage de semences de betterave. Donc, pour finir l'explication autour de cette bille, on vient mettre juste à la fin, on vient mettre le produit néonicotinoïde, c'est comme un liquide, et ensuite on le pellicule, ce qui fait que vous pouvez toucher la graine de betterave, vous ne toucheriez pas l'insecticide. Pourquoi je dis que c'est un progrès? Parce que lorsque vous mettez ce néo, je parle bien que de betterave, je ne parle pas d'autres cultures, vous le mettez dans le sol, vous avez la plante qui va pousser et c'est un produit systémique qui va aller dans toute la plante. Il n'y a aucune abeille, aucun pollinisateur qui vient sur la betterave. Pas de fleurs, pas de pollen, pas de nectar. Mais d'accord, mais comment vous expliquez, puis je demanderai son avis à Eddy Fougier, comment vous expliquez cet emballement autour de vous? Ce que vous m'expliquez là est techniquement simple, en tout cas suffisamment simple pour qu'un béotien comme moi le comprenne. Mais comment vous expliquez l'emballement autour de ce débat? Alors, si vous utilisez le mot glyphosate, vous aurez la moitié du monde qui va hurler avant de poser la question à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi, quel est le risque, etc. On va commencer par hurler, en tout cas une partie du monde. Pour les néonicotinoïdes, l'histoire qui s'est passée je ne peux pas refaire toute l'histoire, mais en gros, plusieurs se sont interrogés pour savoir si c'était dangereux et si ça venait tuer des abeilles. La question a été posée et effectivement, le néonicotinoïde est un insecticide systémique qui va dans toute la plante. Et si vous prenez une plante qui donne des fleurs avec du pollen, obligatoirement, le produit que vous aurez mis dans la graine ou sur la plante restera sur la plante pendant un certain nombre de jours, 20 jours, 40 jours, 80 jours, 100 jours, peu importe, ça dépend de la quantité que vous en mettez également. Il faut donc encadrer cette quantité, et c'est le cas pour la betterave. Et si une abeille vient sur une plante qui a de l'insecticide néonicotinoïde, cette abeille absorbera une partie de ce néo. Et donc, elle sera perturbée au niveau du système nerveux pour retourner vers sa bouche. Voilà quel était le reproche. Et donc, ce que moi je reproche en tant que betteravier, en tant que responsable agricole, c'est de vouloir mettre tout le monde dans le même paquet tout le temps, sans parler de scientifique et en disant peut-être que ça ne s'utilise pas de la même façon sur tout et peut-être qu'il faut interdire là et autoriser ici. Et donc en 2016, notre argumentation était de dire nous ne tuons pas d'abeilles, nous ne perturbons pas d'abeilles et nous avons toutes les explications. Mais le mot néonicotinoïde et le produit commercial s'appelait le gaucho à l'époque, pour des cultures à fleurs. Le mot gaucho, aujourd'hui, fait peur. Alors, justement, je vous interromps, je me tourne vers Eddy Fougier. Dans le débat public, là, il y a des mots qui déclenchent immédiatement une tempête. Et le choix des mots n'est pas tout à fait innocent. C'est même choisir les mots, imposer les mots à l'adversaire dans un débat public, mais les imposer aussi, imposer le champ lexical au public, c'est déjà un premier élément. Et il y a des organisations dont c'est le métier, pratiquement. Il y a des ONG dont c'est le métier. Le mot glyphosate, les mots chimie, l'agro-industrie. Hein, l'agro-industrie, ça sonne mal, c'est pas sympathique. En tout cas, ça ne correspond pas à l'image qu'une partie des Français se font de l'agriculture, notamment les urbains. Le paradoxe étant au passage, d'ailleurs, que les urbains ont des idées très précises sur l'agriculture sans jamais avoir mis les pieds dans un champ ou dans une exploitation agricole. Mais enfin, bon, ça fait partie des mots qui peuvent provoquer un débat. Est-ce que c'est définitivement perdu? Est-ce que le débat est faussé? Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui, Eddy? Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison de parler
cet enjeu dans la bataille de l'opinion, parce que c'est une bataille de l'opinion pour savoir qui va l'emporter, et cet enjeu des termes qui sont employés, parce que très souvent, on va justement employer un insecticide tueur d'abeilles, entre guillemets, mais c'est quelque chose que l'on va voir. Effectivement, du côté d'un certain nombre d'associations de la société civile, d'ONG, environnementalistes, pour aller vite, il y a l'objectif de créer un débat, de créer un problème public sur un sujet qui, jusqu'à présent, ne faisait pas nécessairement l'objet de critiques. Hein. Je me souviens, en 2007, il y avait des colloques qui étaient organisés qui se demandaient pourquoi les pesticides ne font pas l'objet d'une critique et d'une inquiétude en France. Bien évidemment, la situation a largement évolué. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a cette volonté de créer ce qu'on appelle des totems. Le glyphosate en fait partie. Il y a 10 ans, personne ne savait ce qu'était le glyphosate. Aujourd'hui, c'est devenu un symbole. Les néos en font partie, les néonicotinoïdes également. Donc, ils ont réussi à placer ça sur l'agenda public, l'agenda des médias, et donc on fait des débats sur ces sujets, et puis sur l'agenda aussi des politiques. Mais les mots, ces mots-là, les mots néonicotinoïdes, sont des déclencheurs d'émotions. Tout à fait, tout à fait. Mais comment on fait pour faire pivoter, pour ramener ça à un débat scientifique? Ça, c'est compliqué, Oui. mais je pense que il n'y a pas que les associations qui ont joué un rôle quand on regarde un petit peu comment ça s'est déroulé. Les politiques, vous parliez de Ségolène Royal, mais pas que. Je pense que le tournant, c'est le Grenelle de l'environnement quand Nicolas Sarkozy, qui n'est pas nécessairement, on ne peut pas soupçonner d'être anti-industrie, anti-économie ou anti-chimie, mais lorsqu'il a dit que l'objectif était de diminuer de 50% l'usage des produits phytosanitaires et que c'était vraiment l'objectif, ça a amené une grande partie de la population à se dire si on doit diminuer les phytos, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Donc, on est dans une sorte de validation par un certain nombre de politiques, de thématiques qui sont mises en avant par des associations, certaines étant très actives sur le sujet depuis un petit moment, comme Génération Future. Alors, le problème par rapport à l'intégration des considérations scientifiques dans le débat, c'est qu'aujourd'hui, on le sait très bien, il y a une suspicion par rapport à la science avec on montre du doigt l'influence des lobbies agrochimiques d'un côté, la question des conflits d'intérêts. Et donc, aujourd'hui, on va instrumentaliser la science, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, en considérant que telle étude va valider son point de vue, ça va nourrir son argumentaire. Donc, la science est un petit peu prisonnière de ce type de débat. Et donc, effectivement, si on a une étude scientifique qui montre que finalement le glyphosate, c'est peut-être pas aussi mauvais que ça sur la santé, les industriels vont dire, vous voyez bien, la science a dit, avec un grand S, et de l'autre côté, bien évidemment, les ONG vont dire ça veut dire qu'il y a plus ou moins un conflit d'intérêts, ça sent pas très bon. On a eu ça sur la consommation de la viande rouge il y a peu de temps, où effectivement une étude scientifique montrait que finalement cette consommation n'était pas mauvaise pour la santé, et les ONG et des journalistes ont gratté en disant voilà, vous voyez bien, il y avait un conflit d'intérêts derrière. Donc aujourd'hui, ça aboutit et ça contribue pour moi à remettre en cause cette légitimité de la science, qui peut s'expliquer aussi par le fait qu'il y a eu du ghostwriting, c'est-à-dire effectivement des entreprises qui ont utilisé, qui ont écrit des articles et qui ont fait signer ces articles par les scientifiques. Donc il y a eu aussi ce sentiment de corruption. Donc de part et d'autre, on instrumentalise la science, et la science ne sert plus de garant dans un débat dans l'espace public. C'est ça qui est important, et on arrive au stade où on entend des scientifiques qui vont dire j'ai raison parce que l'opinion publique me suit, pour citer un exemple récent. Et donc c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, parce que le tribunal de l'opinion décide au final plus que la science sur beaucoup de sujets. C'est inquiétant, oui. L'arbitrage de la vérité scientifique au suffrage universel, sans doute pas un progrès scientifique. Olivier Lefebvre, j'ai cette question qui probablement vous intéresse. Pourquoi le plan de relance ne prévoit pas de soutenir le bioéthanol, qui aurait le mérite de créer un cercle vertueux? Alors ça s'adresse tout à la fois à M. Quillet et au secteur de l'automobile.
cercle vertueux, soutien aux betteraves made in France, soutien aux constructeurs automobiles français. Olivier Lefebvre, pour commencer. Je crois que bon, le bioéthanol, il faut pouvoir produire beaucoup pour de betteraves, je pense, pour pouvoir déjà alimenter l'ensemble des véhicules thermiques aujourd'hui. Donc, je pense que les choix ont été faits, mais comme le disait M. Fougier, je crois que les choix ont été faits, ils ne sont pas scientifiques. Ils surfent sur une vague verte qui a l'air d'avoir écho auprès des hommes politiques qui veulent surfer sur cette vague-là. Donc, qu'on fasse du bioéthanol ou qu'on fasse, je dirais, Si demain on dit on fait du bioéthanol, il y aura forcément une critique en disant on utilise des choses qui peuvent servir à une ressource qui permet de nourrir des gens pour faire rouler des véhicules. Bon, c'est un peu. Donc, je pense qu'il n'y a pas une vraie volonté. On voit bien qu'il y a une orientation de soutien. Il y a un peu de schizophrénie, c'est évident. Ouais, il y a un peu de schizophrénie, c'est-à-dire que l'essence pas bon, alors les biocarburants c'est pas bon non plus parce que ça consomme en effet une ressource qu'on pourrait utiliser pour je sais pas, nourrir l'humanité. Ouais. Et donc on fait de la promotion entre guillemets du véhicule électrique, mais on oublie quand même de dire que le véhicule électrique, lui en effet roulant n'émettra pas de CO2, mais par contre à la construction de ce véhicule, c'est énorme. C'est énorme, de par toute l'industrie métallurgique, d'extraction minière que ça met en œuvre. Bien sûr. Alors, je voudrais aussi avoir le point de vue de M. Quillet. Peut-être vous poser aussi une question très, très précise. Vous allez me répondre sur le bioéthanol. Est-ce que c'est pour vous un débouché pour vos productions? Première question pour faire écho à Olivier Lefebvre. Et puis, deuxième élément, puisqu'on évoquait la crise des néos, vous avez obtenu, je crois, des dérogations pour les utiliser. Quelle est la situation de la filière aujourd'hui? D'abord, le bioéthanol. Alors, le bioéthanol, il n'est pas nouveau puisque mes parents s'en servaient pendant la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il manquait d'essence. Donc, les moteurs marchaient déjà à l'alcool végétal. Ça s'est vraiment augmenté à partir de 1993 et c'est devenu commercial à partir de 2004. Le bioéthanol, c'est une production agricole qui n'est pas seulement pour l'énergie, puisque lorsqu'on fait de la betterave, on extrait le jus sucré pour faire de l'alcool, mais il reste quelque chose, de la pulpe. Et cette pulpe, c'est ce qu'on donne à manger aux animaux. Et donc, on déshydrate de la pulpe, et avec la pulpe déshydratée, on peut la transporter, puisque c'est concentré, il n'y a plus d'eau dedans, on peut le déplacer sur des distances plus importantes que s'il y avait beaucoup d'eau dans la pulpe, puisqu'à la sortie de l'usine, il y a trop d'eau. Le bioéthanol permet donc de faire à la fois de l'alimentation humaine à travers les bovins et à la fois de l'énergie verte. Deux choses. On nous dit qu'il faut faire plus propre. Eh bien, nous produisons du bioéthanol parce que ça fait quand même, c'est que pour remplacer l'essence, pas le diesel, que pour remplacer l'essence. Et ce jus de betterave fait 50% de CO2 en moins. 50% de CO2 en moins par rapport à l'essence fossile qu'il remplace. Ça, c'est pour le bioéthanol. Utilisation, il y a une utilisation courante, c'est ça? On retrouve à certains distributeurs d'essence, on retrouve c'est ça, un mélange, il y a 10% de bioéthanol dans le carburant qu'on achète. Tout à fait. Sur les 10 000 stations essence que vous avez en France, 7 000 ont du E10, samplon 95 E10. Ça veut dire qu'il y a 10% d'éthanol dedans. Et vous ne changez rien à votre moteur essence à condition d'avoir une voiture qui soit postérieure à l'année 2000. Bon, si elle a plus de 20 ans, il faut prendre des précautions. Ça peut marcher, mais il faut prendre des précautions. En revanche, si elle a plus de 20 ans, il faut la changer. C'est ça la conclusion. C'est une autre question. Donc, pas de problème avec le 10. Et il y a un autre E-éthanol 85. C'est 85% de jus de betterave dans ce produit qui est vendu dans un petit peu plus de 2000 stations aujourd'hui, et ça augmente tous les jours, toutes les semaines, la création de E85, de pompes de carburant dans les stations. Et le E85, eh bien, c'est du jus de betterave fermenté, qui devient comme du bioéthanol. C'est ce qu'il y a au Brésil, par exemple, c'est ce qu'il y a aux États-Unis, et avec un beaucoup plus grand nombre d'automobiles que les nôtres actuellement.
Et lorsque vous mettez du jus de betterave, vous pouvez avoir dans votre moteur la possibilité, si vous ne trouvez pas de E85, de remettre de l'essence par-dessus. Et donc de marcher avec plusieurs mélanges au fur et à mesure que vous aurez mis du produit dans la voiture. Donc le E85, c'est vraiment une énergie verte. C'est une énergie qui ne coûte pas très cher à l'automobiliste parce que c'est moins taxé que les autres carburants fossiles, pour cette simple raison-là. En revanche, c'est toute la filière, et je réponds à M. Lefebvre et je le remercie de tout ce qu'il a dit, c'est la filière betterave-sucre qui a dit nous avons des usines, nous avons des emplois, nous faisons du sucre. Si on reste dans ce périmètre-là, nous fermerons des usines pour des questions de rentabilité. Oui. Il faut donc augmenter le périmètre. Et aujourd'hui, nous faisons 75% de sucre et 25% d'alcool, dont les 2/3 vont au bioéthanol. Si on n'avait pas fait ça, on aurait fermé des usines pour garder le même périmètre de sucre. Bon, vous avez déjà en partie répondu à la question, puisque vous venez de le faire, mais l'état de la filière aujourd'hui, vous avez trouvé des leviers de résilience, c'est ça? Alors, le message principal à retenir de cette année 2020, c'est que nous avons été dans une impasse technique majeure parce qu'aucun traitement efficace contre le puceron vert. Et est-ce que tout le monde, je vous interromps parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, est-ce que tout le monde en a eu conscience? J'imagine que vous êtes réunis. Moi, j'ai écouté Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture. Bon, d'abord, il a l'avantage sur beaucoup d'autres d'avoir une vraie formation dans ce domaine, puisqu'il est ingénieur agro. Ça commence par ça. Bon, il n'est pas tout seul autour de la table du gouvernement. Il y a aussi des gens qui sont dans des postures idéologiques qui sont tout à fait respectables, mais il faut les écouter, il faut leur répondre. Est-ce que quand vous donnez ces arguments sur l'irrecevabilité de l'alternative technique, il n'y a pas d'alternative technique pour dire les choses simplement, est-ce que vous êtes entendu? Que vous répond-on? Alors, 2016, on n'a pas été entendu. On nous a dit vous aurez une dérogation à partir de 2019. Lorsqu'en 2018, on a refait la demande avec la même argumentation, nous n'avons pas été entendus. On nous a dit vous avez une alternative. C'était des produits phytosanitaires et nous avons dit, notre institut technique de la betterave a dit, ces produits ne fonctionneront pas sur les pucerons d'aujourd'hui. Ça fonctionnait il y a 30 ans, puisque c'est les mêmes produits, mais ça ne fonctionnera pas demain. Nous courons à une catastrophe. On ne sait pas quand, mais nous courons à une catastrophe. En 2019, il y a eu peu de pression jaunisse, la jaunisse virale, qui est le virus. Pour que vous compreniez bien, je prends souvent cette image. Vous mettez dans une grande pièce plusieurs personnes et vous donnez, alors ces personnes sont droguées, pardonnez-moi de l'expression, vous leur donnez une seringue et l'une de ces personnes porte le sida. Avec la même seringue, vous donnez de la drogue à tout le monde. Eh bien, vous aurez le sida pour l'ensemble des personnes dans la même pièce. Dans un champ de betterave, vous avez un puceron virulifère qui porte la jaunisse. Il va piquer la plante pour se nourrir de la sève de la betterave. Il va injecter le virus de la jaunisse virale. Les autres pucerons qui vont venir, qui vont prendre à nouveau la sève de la betterave, vont l'ingérer, vont le porter dans tout le champ de betterave. D'accord, je comprends. Voilà comment ça s'est passé cette année. Et nous avons montré, puisque dès le 15 avril, lorsque les pucerons sont arrivés beaucoup trop tôt, en nombre très important et avec une multiplication exponentielle, nous avons dit ça va être une catastrophe. Et plus les semaines passaient, plus la catastrophe était pire que ce qu'on avait imaginé. Je dis toujours que c'est une année noire avec des pucerons verts qui a donné une jaunisse. Voilà pour les couleurs. Merci. Alors, j'ai deux questions. Je vais commencer par la deuxième. Jean-Paul Borde écrit la chose suivante. Ne sommes-nous pas victimes de courants de mode plutôt écologistes qui nous entraînent vers des effets balanciers? Par exemple, on a tendance à croire, et la question s'adressera à Olivier Lefebvre, on a tendance à croire aujourd'hui que l'avenir de la voiture, c'est l'électricité, alors que nous devrions raisonner en mix énergétique. Et puis, je reprendrai ensuite la oui, bien sûr, qui s'intéresse à un sujet un peu annexe. Oui, monsieur. Oui, bien sûr. Enfin, c'est le mix énergétique qui nous paraît une évidence. Les hydrocarbures, travailler avec l'hydrogène, puisqu'on sait très bien qu'il va y avoir nécessité
Il n'y a pas du mono-ressource infini sur Terre. Donc, il faut derrière pouvoir travailler sur l'ensemble des ressources et pour pouvoir avoir une mobilité la plus adaptée à ce que vont faire les gens. De leur volonté de mobilité, en fait. Hein, c'est ça l'histoire. Les emplois et les emplois qu'on va avoir qui sont liés à ce mix énergétique, ça garantit, entre guillemets, un nombre d'emplois stable, je dirais, dans l'automobile. On y est là au mix énergétique parce que on voit par exemple qu'il y a un certain succès des voitures hybrides. L'hybridation des modes de propulsion, c'est déjà oui. Ça. Alors, ce qui est dommage, c'est d'avoir tenté fortement de tuer le diesel. Parce que vous l'avez vu, Mercedes annonce un hybride diesel qui va consommer 1,4 litres au 100, plus l'hybridation. Donc là, on est capable d'avoir une circulation sur route et autoroute avec un faible émission de polluants, et puis en plus une possibilité de rouler en urbain avec de l'électrique. Donc là, on a un mix embarqué complètement dans le véhicule. Attendez, Olivier Lefebvre, vous savez comme moi qu'il y a deux couloirs. Il y a le couloir des politiques, puis il y a le couloir des scientifiques et des industriels. Finalement, quand même, la science finit toujours par s'imposer. C'est une espèce d'évidence. Il faut accepter l'évidence, d'ailleurs, aujourd'hui. Enfin, on peut la repousser, on peut la contourner, mais à un moment ou à un autre, la technique, parce qu'elle entraîne des usages nouveaux, des usages différents des consommateurs, elle s'impose à toute la société. On l'a vu avec des systèmes de sécurité embarqués. Hein. Quand on a eu l'ABS au départ, c'était une option et il fallait le sélectionner quand on choisissait sa voiture. Maintenant, c'est plus une option. On a l'ABS dans nos voitures. On l'a sur des motos. Donc, ça veut dire que la science, quand on l'amène sur le bon thème, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de science et on ne parle pas de dogmatisme. Hein. On ne dit pas ça, c'est pas bien. On regarde vraiment la réalité de l'ensemble, c'est-à-dire qu'on prend tout. Et aujourd'hui, vouloir promouvoir uniquement le véhicule électrique, puisque c'est vraiment la volonté de l'État aujourd'hui et de l'Europe, on le voit au niveau du plan de relance de l'automobile, hein, c'est bien, Emmanuel Macron l'avait annoncé en disant qu'il voulait que la France soit le pays dans lequel on allait faire du véhicule électrique. C'est le cas hier soir encore. Hein. J'ai toujours sous les yeux là, les notes que j'ai prise en écoutant le président de la République hier soir, qui dit, d'ailleurs, c'est intéressant, quelles sont nos faiblesses. La crise, elle nous a permis d'identifier quelques-unes de nos faiblesses. Manque de souveraineté, on y est là. Hein. Complètement. Responsabilité, alors ça, il parlait aussi de la responsabilité personnelle, mais il dit aussi un État trop lourd, hein, un État un peu trop administratif, un peu trop napoléonien, un peu trop vertical, sans remettre à la science, pas de place pour le relativisme. Moi, j'ai entendu ça hier soir, je l'ai noté. On aimerait bien. Redresser l'économie par l'innovation. Bon, derrière, il y a la question du financement de l'innovation. Peut-être qu'on l'abordera un jour avec oui à l'innovation, mais en effet, il y a quand même une direction qui est tracée là, confirmée hier soir, qui dit en substance, si on veut remettre de l'industrie dans ce pays, si on veut maintenir l'emploi industriel et un emploi qualifié, il faudra monter en gamme. C'est un peu il faudra premiumiser la production et donc innover. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On le voit de toute manière, les voitures qui sont fabriquées aujourd'hui en France, elles sont avant tout d'un segment plus élevé, enfin, d'une catégorie plus élevée qui embarque, je dirais, plus de technologie, donc qui sont à même d'absorber le coût main-d'œuvre France. Hein. Le coût main-d'œuvre devient plus petit s'il y a beaucoup de technologies embarquées par rapport au prix de revient. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on l'a vu, hein, les constructeurs français s'en sont pas privés. Hein, on fabrique en Turquie, on fabrique au Maroc, on fabrique à Tarnava, on fabrique en Turquie. Ouais. Voilà. Donc, la grande industrie automobile turque, c'est d'ailleurs étonnant quand on écoute M. Erdogan, qui veut boycotter les produits français. La première grande industrie de son pays, elle est française. Elle est française. Elle fabrique la Clio. Oui, c'est la Clio, tout à fait. Donc bon, c'est pour ça que ça, ce sont des autre chose. Ouais. C'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en effet, la technologie devrait pouvoir être entendue, hein, plus que des dogmes, plus que des idées reçues entre guillemets sur telle ou telle technologie, et surtout en ne voulant pas communiquer sur l'ensemble des données, mais en n'en donnant qu'une partie.
Hein, Je on comprends. veut pas faire la moyenne totale. Hein. Quand on prend un véhicule électrique aujourd'hui, vous avez, alors les études sont variables, hein, mais en France, a priori, on serait à peu près arrivé à l'équilibre d'émissions de CO2 entre sa construction et le moment où elle roule. À partir de 50 000 km, en fait, on arriverait à un équilibre et à partir de 50 000 en France, parce qu'on produit de l'électricité nucléaire. Mais si vous Mhm. prenez dans le monde où on fabrique majoritairement de l'électricité à base de charbon, le véhicule électrique Ouais. qui perd tout son intérêt, Alors, je dirais, écologique, si on veut l'entendre comme ça. on disait pour faire de l'électricité avec de la lignite, comme le font effectivement les Polonais, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, il y a la deuxième question. Alors, ça s'adresse à chacun d'entre vous. On va commencer peut-être des réponses un peu plus courtes, puisque le temps court, il est 9h45. Vous On m'aviez commencera posé une par… deuxième question, M. Perry. Oui, Vous m'aviez demandé comment était la filière aujourd'hui. oui, eh ben, je vais y revenir. Mais j'ai cette question, deuxième question de Jean-Paul Borde. Chacun d'entre vous pourra y répondre rapidement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'avenir, les innovations technologiques vont devoir d'abord convaincre l'opinion publique avant d'être évaluées pour leur intérêt ès-qualité intrinsèque? Au fond, c'est la question de l'acceptabilité du progrès, de la découverte scientifique qui est posée. L'exemple du vaccin qu'on a sous les yeux contre la Covid est probablement un exemple très vivant. Imaginons qu'il soit parfait, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire, qu'il n'y ait pas d'effet sur la santé, puisqu'on est sur un vaccin qui est un vaccin ARN messenger, c'est-à-dire qui peut modifier l'organisme. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais en tout cas, il peut avoir des conséquences. Est-ce qu'il ne faudra pas d'abord passer par cette phase de ce travail de conviction de l'opinion avant de démontrer que c'est économiquement et scientifiquement efficace? Eddy, pour commencer. Alors, sur la question de l'acceptabilité de l'innovation, effectivement, c'est quelque chose qui est absolument fondamental et les entreprises, les industriels doivent le prendre en compte aujourd'hui. Mais il n'y a pas que la nature de l'innovation, parce qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'innovations à partir du moment où il y a des risques sanitaires, par exemple, potentiels. Il y a une incertitude scientifique, il y a quelque chose, une absorption de produits qui sont invisibles. C'était toute la polémique sur les OGM ou sur les nanos. Effectivement, il peut y avoir une inquiétude au sein de l'opinion publique, mais il faut prendre en compte aussi la nature de l'innovateur. Si c'est Monsanto ou si c'est une start-up de jeunes centraliens, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et il faut prendre en compte aussi un aspect qui n'a rien à voir nécessairement avec la nature de l'innovation, c'est son utilité. Et une innovation ne passe pas en termes auprès des citoyens et des consommateurs si ils ont l'impression qu'elle n'est pas utile pour la société, qu'elle n'est pas utile pour le consommateur et que c'est uniquement pour des raisons de profit, Oui, pour mais engraisser un gros, pour aller vite. est-ce que l'opinion ne peut pas elle-même, y compris d'ailleurs les ONG, est-ce que l'opinion ne peut pas évoluer? Je prends un exemple simple. J'ai été frappé de lire, par exemple, la semaine dernière, un communiqué des Grünen allemands, les Verts allemands, dont une partie dit aujourd'hui très clairement, et c'est la partie dominante dans le parti, on doit observer la recherche génétique. Ils utilisent le mot recherche génétique. On doit regarder ce qui se passe parce que ça peut être un progrès pour l'humanité. Alors, ils ne parlent pas d'OGM ès-qualité, mais enfin, quand tu parles de recherche génétique, tu parles d'OGM. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un glissement progressif quand même, y compris de ceux qui étaient les plus hostiles, vers un peu de réalisme scientifique? Alors, ça, c'est évident, notamment quand il y a des chocs. Et la Covid est un choc, effectivement, où les cartes sont rebattues et on va se poser la question. Et le choc que l'on voit venir, c'est le climat. Et sur le climat, effectivement, il va falloir qu'il y ait une adaptation des semences, par exemple. Et donc, les OGM en font partie. Il y a eu aussi le prix Nobel d'Emmanuel Charpentier qui a peut-être fait avancer sur le CRISPR-Cas9, a fait avancer aussi le débat. Et donc, effectivement, il y a à la fois cette notion d'adaptation à une nouvelle situation et une posture sans doute plus réaliste chez certains, y compris chez les écologistes. Ils ne sont pas tous dans un dogmatisme totémique.
Alors, il y a effectivement deux Europes dans ce domaine. Comme dit mon camarade François Langlais, il y a l'Europe des buveurs de vin et celle des buveurs de bière. Tu observeras que les verres chez les buveurs de bière sont peu à peu convertis au progrès technique, scientifique. Ils font un pas vers ce progrès, les autres un peu moins pour le moment. Monsieur Quillet, vous avez en partie répondu, enfin j'ai compris que vous aviez en partie répondu à la santé de la filière betterave, mais vous voulez ajouter des éléments? Je voudrais ajouter l'élément suivant, c'est que la filière est au fond du gouffre en 2020, mais que nous avons des éléments pour en sortir. Et quand vous demandiez, est-ce qu'il faut convaincre l'opinion d'abord? Oui. Moi, je dis non, ce n'est pas convaincre. En revanche, c'est échanger. Et M. Fougier le disait, je résume ce que j'ai compris de M. Fougier, de la transparence, de la crédibilité, pas quelque chose de caché, pas dire, comme disait M. Lefebvre, dire que la moitié des choses, tout dire. Ça, c'est un travail. C'est ce qu'on a fait sur les néonicotinoïdes pour la betterave. En revanche, ce sont les décideurs politiques, et je salue le courage politique de Julien de Normandie et des parlementaires, sénateurs et députés, qui ont voté le retour. Donc, rien n'est encore gagné parce que la dérogation, il faut encore attendre le Conseil constitutionnel, le rapport de l'ANSES, le décret et l'arrêté par le gouvernement, puis seulement on aura une dérogation peut-être. J'y crois. Bon. Mais on n'a pas encore. En revanche, et j'en conclurai là-dessus, nous affirmons que nous sommes dans une impasse technique majeure et la seule solution court terme, c'est le retour des néonicotinoïdes. En revanche, on ajoute immédiatement, on l'écrit dans un plan de prévention, dans un plan de recherche et d'innovation. Nous ne voulons pas rester dans les néonicotinoïdes jusqu'au bout. Oui. Ad vitam aeternam. Et nous avons fait la demande concomitamment en disant on vient de chercher des solutions, nous ne les avons pas trouvées. Ce n'est pas parce qu'on cherche qu'on trouve. En revanche, on peut accélérer. Si vous nous aidez financièrement, la filière met de l'argent et vous, les fonds publics, vous en mettez également. C'est ce qui va se passer et nous avons des voies à explorer sur les 3 prochaines années avec 20 millions d'euros, dont 7 de subventions, à étudier sans aucun tabou toutes les voies à explorer. Et ça, on aimerait en parler. Vous parliez de génération future. J'ai proposé à M. Veilleret de venir nous voir et qu'on puisse échanger sur le sujet, comme le font les écologistes verts, de discuter avec les économistes et avec les chercheurs. Pour l'instant, je n'ai pas eu sa réponse. Je le regrette. Bien. On lui posera la question. Jean Lanorma pose la question suivante. Le problème, n'est-ce pas le « en même temps » permanent? En même temps, je fais une loi pour la Convention climat avec des citoyens tirés au sort. Et en même temps, je dis qu'il faut plus de science. Un chef, ça devrait donner une ligne claire. Voilà, une question sous forme de profession de foi, dit Fougier. Oui, c'est plus du Pierre de Villiers que du Emmanuel Macron, là, pour lequel il plaide. Moi, je n'ai pas à commenter, mais effectivement, à vouloir la chèvre, le chou, surtout si le chou a un puceron, c'est toujours compliqué. Et on ne peut pas tout avoir. Et effectivement, avoir de Normandie et Pompili pour mettre les pieds dans le plat, dans le même gouvernement, ça n'est pas nécessairement très, très simple. Et la difficulté, c'est que, et c'est toute la difficulté du débat actuel sur un certain nombre de pratiques agricoles, mais c'est que, au final, ce sont plutôt les préférences des citadins, qui sont beaucoup plus nombreux, qui sont plus nombreux à voter, qui sont prises en compte. Et on sous-estime très largement l'impact de l'agriculture et au-delà, et comme l'a dit monsieur, avec les 90 000 emplois du secteur betteravier, sur l'économie, sur les territoires et même sur l'électorat. Parce que quand on prend les retraités, les actifs, tous ceux qui travaillent dans les organisations professionnelles agricoles, tous ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire et autres, ça fait une part de l'électorat qui avait été évaluée quand même à près de 10% du corps électoral. Donc, je pense que les politiques sous-estiment et le poids économique et le poids politique de ce secteur. En un mot, là, tout à l'heure, je parcourais le Monde. Il y a 2 pages consacrées aux écologistes dans le Monde qui est daté d'aujourd'hui. Il y a le débat interne au parti. D'un côté, Eric Piolle, de l'autre côté, Yannick Jadot. Et puis, il y a un long papier sur Lyon,
notamment le fait que la Covid a consommé une partie du cash qui était disponible dans l'agglomération, la communauté de communes, le Grand Lyon, qui est dirigée par des écologistes. Et finalement, ils sont aujourd'hui contraints d'amender un peu leur programme. Est-ce qu'on peut compter, Eddy, puis je vous demanderai à chacun votre avis, est-ce qu'on peut compter sur le fait que le choc avec le réel, avec la gestion, c'est toujours simple hein, d'être dans l'opposition parce qu'on peut prescrire telle ou telle solution avec l'assurance que ce ne sera jamais appliqué, donc jamais validé. Mais là, quand on est confronté à la gestion pure et dure de très grandes métropoles, est-ce qu'on peut compter là-dessus pour les faire, enfin, je le dis sans… c'est pas condescendant, hein, mais pour les faire grandir. Est-ce que, comme nous tous d'ailleurs, confrontés au réel, on grandit voilà. Est-ce que de verre, on mûrit, c'est ça. Mais alors moi, encore une fois, je ne vais pas porter de jugement, mais il y a effectivement ce choc de la réalité qui peut, on l'a bien vu sur un certain nombre de propositions ou d'annonces qui avaient été faites sur le Tour de France, les sapins, etc., où là, ils se sont heurtés à un certain nombre de chocs de l'opinion ou d'autres points de vue. D'ailleurs, Jadot n'a pas nécessairement suivi cette orientation-là. En même temps, là, je fais mon en même temps, quand on regarde sur un tout autre sujet, on disait ça aussi de Donald Trump. En disant, bon, Donald Trump, il est élu avec un discours, c'est un outsider, il était dans une logique d'opposition par rapport au système. Une fois qu'il sera au pouvoir, il va mettre de l'eau dans son vin. Il a mis plutôt du whisky dans son vin. Donc bon, là, la comparaison n'est certainement pas très pertinente, mais sans doute que je dirais, cette cure de réalité peut amener effectivement une partie des écologistes. Et sans doute que l'évolution du discours de Jadot est intéressante de ce point de vue, à une forme de pragmatisme qu'on peut trouver dans d'autres pays, ça sans aucun doute. Alexandre Quillet, vous êtes prêt, vous, à discuter avec les ONG, avec les représentants du courant écologiste? Après tout, bon, jusqu'à présent, les choses se sont faites en termes de rapport de force. J'allais dire que c'est un peu la vie tout court, quoi. Dans toutes les sociétés, il y a toujours eu des frottements idéologiques, et même parfois d'ailleurs un peu plus, entre le courant dominant, les habitudes et les opinions émergentes, hein, les partis émergents. Au fond, ils sont très récents, les écologistes, dans la vie politique française. C'est les 30 ou 40 dernières années, à peu de choses près, et même de façon significative, plutôt les 10 dernières années. Est-ce que malgré tout, il y a des progrès est-ce que vous pouvez vous parler, échanger? Il y a des endroits où vous pouvez le faire? C'est compliqué, je reconnais. Je crois qu'on leur tend la main et que parfois, il y a trop de tendances chez eux. Je parle d'un point de vue politique. Il y a trop de tendances chez eux pour qu'ils se mettent d'accord pour venir nous voir. C'est pourtant ce qu'on leur a proposé. Je voudrais vous dire deux choses. On était dans un rapport de force. L'ensemble du monde agricole a décidé en 2017 de changer de paradigme. Nous avons construit un contrat de solution qui est de dire le Grenelle n'a pas réussi. Monsieur Fougier parlait tout à l'heure du Grenelle pour dire à horizon 2018, il faudra avoir baissé de 50% les phytos. Ça n'a pas marché. Ils ont reporté, ils ont dit maintenant c'est en 2025. Ça ne marchera pas non plus. En revanche, ce qu'on a dit, c'est que si vous nous imposez quelque chose sans qu'il y ait une explication scientifique pour le faire, c'est le scientifique qui ne fonctionnera pas. Ce n'est pas une mauvaise volonté de notre part. En revanche, dans notre contrat de solution, c'est l'ensemble du monde agricole qui s'est retrouvé et qui propose chacun des 6 mois, chaque semestre, des solutions en expliquant de manière transparente et crédible à tout le monde, y compris les ONG qu'on a invitées, y compris les ministères que nous avons invités, y compris les médias auprès de qui on fait une conférence de presse tous les 6 mois pour dire voilà ce qu'on a promis il y a 6 mois, voilà la réalité aujourd'hui, voilà ce qu'on promet demain et on vous le dira dans 6 mois si ça a marché ou pas et pourquoi. Et là, on progresse à chaque fois. Ça, c'est le premier point. Je souhaiterais qu'ils viennent pour au moins échanger. Et la deuxième chose qui, moi, m'a frappé, j'entends les politiques écologistes, parce que l'écologie, tous les Français, tous les citoyens sont écologiques, quelque part. Mais les politiques écologistes, je leur dis, vous refusez les nouvelles techniques, new breeding techniques, parce que vous dites que ce sont des OGM, que nous voudrions vous expliquer que ça n'en est pas, et au moins en parler. Et là où j'entends une Française
qui vient de recevoir le prix Nobel pour un NBT qui s'appelle CRISPR-Cas9 et qui est reconnu par le monde entier, nos écologistes disent c'est pas bien et vont détruire des champs de tournesol, des champs de colza, pas des champs de betterave, pour dire ça c'est pas bien. Ça, je trouve que la démocratie n'est pas respectée quand on fait ça. Vous parlez de Mademoiselle Besson, prix Nobel de chimie, c'est ça? Ouais. Elle est partie travailler en Allemagne, passage. Et moi, j'ai été frappé par, mais il y a ce que vous dites là, puis j'ai été frappé par autre chose, c'est qu'elle a dit, quand on l'a interrogée à la télévision, elle a dit, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait en France, ce que j'ai fait en Allemagne, j'aurais jamais pu le faire en France. Pas pour des raisons qui sont celles qu'on peut imaginer, une espèce de pare-feu idéologique, hein, mais pour des raisons de financement. Et la question du financement est absolument centrale. J'ai un dernier petit mot. C'est une question qu'on a reçue par mail. Les néos, glyphosate, SDHI, demain la 5G, les voitures, etc. Jusqu'où ira-t-on pour subir une écologie punitive qui interdit, qui ne construit pas? Est-ce que le risque n'est pas la décroissance? Alors, j'apporte là-dessus, moi, un élément personnel de réponse. Je n'y crois pas. Je ne crois pas du tout à la décroissance. D'abord, je pense qu'elle n'est pas acceptée. C'est un concept qui n'est pas compris par l'opinion, qui n'est pas accepté. C'est vrai qu'il y a une tendance en France à plébisciter le passé. Hein. Le temps passé est toujours le bon temps. C'est très humain. C'est plus anthropologique, j'allais dire, qu'économique. Mais malgré tout, les Français s'aperçoivent, y compris très critiques, que les vaccins, les télécommunications, la recherche médicale, le nucléaire, le nucléaire permettent quand même d'alimenter une croissance vertueuse, une croissance qui profite à tous. Les Français sont très critiques à l'égard de la croissance, mais en même temps, ils y sont très attachés parce qu'ils sont attachés à leur confort. Et au fond, il y a un peu de rationalité qui se dégage. Il y a toujours beaucoup d'émotions quand on rentre dans ce débat, et puis on en sort avec de la rationalité. La décroissance ajouterait aux difficultés écologiques une crise sociale majeure dont le pays ne se remettrait pas. Alors un petit mot chacun sur ce sujet, pour terminer. Eddy Fougier. Moi, je ne fais pas de commentaires sur la notion de décroissance, mais ce que l'on voit de façon très concrète, c'est qu'aujourd'hui, les idées écologistes gagnent beaucoup de têtes, et notamment chez les étudiants. Il y a eu le manifeste pour le réveil écologique qui a été signé par plus de 30 000 étudiants il y a 2 ans. On voit aujourd'hui également, il y a une structure qui s'appelle Alumni for the Planet, qui est une structure en France de diplômés, de jeunes diplômés qui est dans cette logique-là. Il y a aussi le Printemps écologique, c'est une sorte de syndicat qui s'est mis en place au mois de mai dernier autour de cette idée d'intégrer les questions écologiques dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui monte, qui est évident. On le voit bien dans les différentes tribunes de leaders d'opinion ou dans le mouvement des coquelicots, que M. Quillet connaît bien, qui est effectivement cette vision écologique est en train de monter. Et également, on voit bien que le succès des ouvrages autour de la collapsologie, donc c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Et sans doute, comme dans tout ce type de mouvement, il va y avoir, pour reprendre ce que tu disais à propos des Grünen, les Fundis et les Realos, à savoir ceux qui sont plutôt dans une logique un petit peu dogmatique, un petit peu hors sol, et puis ceux qui sont prêts à discuter. Il y en a certainement. On le voit sur certains sujets. Et donc, on le voit aussi avec des entreprises qui vont nouer des partenariats avec des ONG. Ça se fait aussi. Donc, sans doute que la voie à suivre est vers peut-être cette écologie du bon sens dont certains politiques ont parlé il y a peu de temps. Bien. Et puis, il y a aussi les évolutions naturelles du marché. Si on prend un exemple très simple sur la question de l'énergie, à ce stade, chez les écologistes, il y a 2 types de positions. Il y a la position du parti qui est de dire, c'est historique, puisque ce sont des militants antinucléaires, non à l'énergie nucléaire. Et puis, il y a la position d'un Jean Covici, qui est lui aussi, alors a une vraie formation scientifique, parce qu'il est ingénieur, il était écologiste, et il dit, bon, il faut utiliser le nucléaire pour assurer la transition vers un modèle plus
durable, plus efficace. Et ce qui est intéressant, c'est que ce courant, il bénéficie du progrès technique. Par exemple, on voit depuis cette année que le coût de production du renouvelable a beaucoup baissé. Les courbes sont en train de se croiser. Le jour où on aura réglé la problématique de la pilotabilité du renouvelable, il est intermittent pour le moment. On n'arrive pas à stocker l'électricité. Mais le jour où on arrivera à stocker l'électricité, si on a des coûts de production sur le renouvelable qui sont vertueux, y compris par rapport au nucléaire coût complet, et si on est capable de stocker l'électricité, au fond, ça viendra alimenter la thèse d'un Jean Covici plutôt que celle d'un Éric Piolle. Donc, tout ça est très mobile en réalité, ça se nourrit beaucoup et c'est pourquoi moi je ne crois pas dans la décroissance, même si tu as parfaitement raison. Dans les universités américaines, en ce moment, il y a un débat pour savoir s'il ne faut pas interdire certains auteurs et fonder un enseignement sur des auteurs académiques très proche de ce courant de pensée, lutte intersectionnelle, lutte pour le climat, égalité des espèces, etc. Enfin, égalité des races, des espèces, ça va extrêmement loin. Donc, c'est un sujet passionnant qui est en pleine évolution. Mais j'en reviens à la question qui est posée et je vous demande votre avis, Monsieur Quillet, pour conclure. Pour conclure, je dirais que moi, agriculteur, je dois produire plus et mieux, plus parce que je dois nourrir la planète, mieux parce que je dois garantir la durabilité de mon exploitation agricole. Je suis la 4e génération. Mon fils vient de s'installer avec moi, c'est la 5e. Je ne suis pas anti-écologie, au contraire, c'est mon fonds de commerce. Je dois faire avec et je dois la promouvoir. Je voudrais en parler avec ceux qui pensent en être les politiques et les partis pour que ça puisse aller dans le bon sens. Tout n'est jamais tout blanc, tout n'est jamais tout noir. On peut au moins en discuter pour améliorer la chose. Bien, merci beaucoup. Merci Alexandre Quillet. Merci aussi à Olivier Lefebvre qui a dû nous quitter parce qu'il avait une réunion. C'est le délégué central Force ouvrière PSA. Merci Eddy Fougier, politologue spécialiste de l'étude des courants écologistes. Merci à tous les trois d'avoir participé. Merci à ceux qui étaient de l'autre côté. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve très prochainement avec Oui à l'innovation pour des échanges autour des questions qui nous préoccupent. Comment faire accepter l'innovation par l'opinion? Est-ce que tous les progrès sont bons? Est-ce que tous les progrès sont souhaitables? Il y a encore beaucoup de sujets à discuter. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci.